suis Aliman Abachili. Je suis de formation philosophe, sociologue, anthropologue. De pratique professionnelle, je suis sociologue des médias. Depuis 30 ans, ce que je fais. Et je suis aussi, bien entendu, un citoyen engagé dans les luttes politiques. Je suis membre de PASTEF, membre, disons, patriote de base, quoi. Je n'ai aucune responsabilité particulière. Je suis par ailleurs chroniqueur, comme tu le sais sans doute, éditorialiste de CNE+, et je suis également engagé dans les mouvements citoyens. Merci de nous recevoir ici chez vous pour cet entretien. Nous allons discuter de la gouvernance du régime qui s'est installé au Sénégal depuis le 2 avril, de son modèle de gouvernance, d'un outil de gouvernance qui lui a été proposé par la société civile. Je veux parler du Pacte national de bonne gouvernance et de ces législatives anticipées qui se préparent activement. Alors, Monsieur Bathily, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, le président a convoqué des législatives anticipées pour le 17 novembre. Et en ce moment, la DGSE a déjà reçu une quarantaine de listes, dont celle de PASTEF, qui, me semble-t-il, a décidé d'aller en solo à ces élections-là et non pas avec la coalition qu'il a portée au pouvoir, la coalition Diomaye. Alors, pour vous, quelles sont les ambitions du parti au pouvoir par rapport à ce rendez-vous démocratique? Dans le système politique du Sénégal, comme vous le savez, la séparation de pouvoir entre le législatif et l'exécutif est en fait, mais les élections ne se passent pas en même temps. De sorte que on peut, et c'était le cas de PASTEF en ce moment, avoir gagné les élections présidentielles et être minoritaire à l'Assemblée nationale. Comme de bien entendu, dans ces cas-là, je crois que c'est le cas partout dans le monde, l'exécutif cherche à équilibrer le système, à renforcer son pouvoir, en tentant de remporter l'élection législative. C'est exactement cela l'ambition de PASTEF. C'est d'obtenir la majorité, si ce n'est la majorité absolue, à l'Assemblée nationale, de sorte que le parti ait les moyens, enfin l'exécutif ait les moyens législatifs de sa politique. Mettre en œuvre son projet. Comme vous le savez, depuis 6 mois que PASTEF, que le président de la République, le président Diomaye Faye est au pouvoir, il n'a pu faire aucune réforme du fait du blocage de l'Assemblée nationale. Donc l'enjeu, c'est de gagner la majorité absolue à l'Assemblée nationale, de manière à avoir les moyens législatifs de mettre en œuvre son projet, ce qu'on appelle le projet, c'est-à-dire son programme de gouvernement. Très bien. Alors, si son ambition, c'est clairement de gagner l'élection avec une majorité qui lui permet de gouverner, pourquoi ne pas aller avec la coalition qu'il a portée au pouvoir? Oui, je crois que le Premier ministre Ousmane Sonko l'a expliqué, et c'est ce que je m'avais rappelé là, pour 2 raisons. Il a rejeté le recours à une coalition pour 2 raisons. D'abord pour une raison, je dirais, politique. C'est que historiquement, les coalitions dont pourtant PASTEF était la colonne vertébrale se sont finalement retournées contre elle. La dernière coalition, l'Assemblée nationale de 2022, la coalition Yewwi Askani a été dirigée, animée par PASTEF et
et au finish, arriver à une quasi majorité face à la coalition Benno Bokk Yakaar, enfin à 1-2 députés près. Mais les députés du PDS ont refusé de faire bloc avec PASTEF, ont refusé de voter avec PASTEF, et au finish, PASTEF s'est retrouvé avec seulement ses propres élus, PASTEF. Donc ça, c'est la raison, je veux dire, historique, d'histoire récente. L'autre raison, c'est que nous sommes obligés de tenir cette élection dans des délais très courts. Or, notre expérience passée également a montré que pour monter une liste de coalition, ça prend beaucoup de temps et ça crée beaucoup d'animosité, au risque même d'être folklore. Donc pour ces deux raisons-là, peut-être qu'il faut ajouter une autre, c'est que PASTEF a besoin de se compter, de savoir et de faire savoir à l'opinion ce qu'il représente politiquement. Donc il s'agit de se mesurer, de se jauger. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, on assiste quand même à une sorte de recomposition du paysage politique. Nous avons récemment un rapprochement des frères et sœurs qui s'étaient séparés il y a quelques années. Je veux vous parler d'Aïssata Tall Sall qui était parti du PS depuis des années et qui récemment a rencontré Aminata Mbengue Ndiaye qui dirige le parti socialiste. Peut-être prémisse à un retour au bercail. Et du côté également des libéraux qui, depuis des années, appelaient de tous leurs voeux les grandes retrouvailles de la famille libérale. Bon, depuis des années, ils ont tenté en vain. Ça ne s'est pas fait parce que peut-être les intérêts étaient divergents, mais cette fois-ci, comme ils ont un seul et unique adversaire, il me semble que c'est vraisemblablement maintenant ou jamais. Et dans la même dynamique, il me semble que l'AFP est en train de discuter à Amadou Ba, qui lui aussi a claqué la porte de l'APR après son fiasco à la présidentielle. Alors, au vu de ce panorama, comment est-ce que le PASTEF compte vraiment sortir au lamette de ces échéances électorales? Oui, je pense que ce qui se passe en fait, c'est que il y a essentiellement deux grands groupes. Oui. Il y a essentiellement deux forces en face. Il y a PASTEF et il y a tous les autres, l'ancien régime, que j'appellerais l'ancien régime, sous ses différentes couleurs, que ce soit les libéraux, les semi-libéraux, les anciens libéraux. Benno Bokk en général. Voilà, Benno Bokk qui est éclaté d'ailleurs. Oui. Et que ce soit l'ancien parti dominant, le PS, qui est aussi en moins 3 morceaux. Voilà. En gros, j'estime qu'il y a clarification en fait du paysage politique. Il y a d'un côté PASTEF qui veut le changement, oui. Qui veut la souveraineté nationale, qui veut mener une politique panafricaniste. De l'autre côté, nous avons toutes les forces qui sont comptables du bilan du Sénégal post-indépendance, qui sont comptables de la situation actuelle du pays, situation de régression sur tous les plans. Voilà, je pense qu'il y a une clarification, et cette clarification sera encore plus évidente au lendemain des élections. On verra bien ce qui restera de chacun de ces groupes, et on verra qui est dominant et comment. Donc cette recomposition, cette dynamique au sein des partis politiques n'inquiète pas le PASTEF, le parti au pouvoir? Moi, bon, encore une fois, je parle à mon nom propre. Oui. Bien que je sois membre du PASTEF, oui. Je n'ai aucune responsabilité, encore une fois. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a aucun motif d'inquiétude
PASTEF devrait être serein et dérouler sa campagne sereinement sur la base du projet de PASTEF. Montrer ce projet et montrer en face ce qu'il y a en face. Les adversaires de ce projet, qui y sont, quel est leur bilan, quels ont été leurs faits d'armes ou plutôt leurs faits de déshonneur. Très bien. Cela fait 6 mois environ que le PASTEF et ses alliés sont au pouvoir et il est reproché à leur régime de mener une gouvernance solitaire. Donc ce reproche vient aussi bien de la part de l'opposition que de la part de la société civile. Est-ce que pour vous cette accusation est fondée ou non? Non, non, elle n'est pas du tout fondée. Si on veut dire par là qu'il n'y a que des responsables de PASTEF dans le gouvernement, c'est pas fondé. Dans le gouvernement, il y a au moins 4 grands ministères qui sont détenus par des ministres qui ne sont pas membres de PASTEF. Je veux citer le ministère de l'Intérieur, par le général Tine, le ministère des Forces armées, par le général Birame Diop. Il y a aussi le secrétaire général du gouvernement. Mais c'est l'ancien secrétaire général du gouvernement. Donc, on a reconduit, au nom de la continuité de l'État, on a reconduit des responsables. Alors, il y a aussi le ministre de l'Industrie, je crois qu'il s'appelle Gueye Diop, qui n'est pas un membre de PASTEF. Il y a Cheikh Tidiane Dièye, qui est ministre de l'hydraulique, qui est un membre de la société civile. Mais... Donc, c'est faire un mauvais procès vraiment à PASTEF que de dire que c'est un gouvernement, comment on dit, une gouvernance solitaire. Une gouvernance solitaire. En fait, il ne s'agit pas de la composition du gouvernement, mais de la gouvernance en tant que telle. Une gouvernance sans dialogue. Par exemple, les acteurs de la société civile qui ont initié le pacte national de bonne gouvernance ont cherché à rencontrer le président pour discuter des modalités de mise en application. Ils ont trouvé porte close. Je pense que d'autres forces également ont souhaité rencontrer le président pour discuter de tout ce qui concerne le Sénégal. Ils n'ont pas trouvé une oreille attentive. C'est de cela qu'on parle. Oui, mais pour ce qui est de la société civile, oui. Et plus particulièrement du sursaut citoyen, enfin, les associations, les organisations qui ont lancé le pacte de bonne gouvernance démocratique, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de réponse. Ils n'ont pas eu de réponse de la part du gouvernement. Bon, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement n'entend pas, veut revenir sur la signature du président Diomaye Faye. C'est que quand même, d'ailleurs, le pacte de bonne gouvernance, il avait été convenu qu'il serait mis en œuvre au cours de la première année. Exactement. Le délai est donc n'est pas forclos. Nous en sommes à 6 mois. Il y a peut-être, comme disait Mamadou Ndoye, il y a une différence de méthodologie. C'est-à-dire que dont moi-même, beaucoup d'acteurs de la société civile pensaient que dès que PASTEF arriverait au pouvoir, l'une des premières choses, ce serait de convoquer une assemblée, les assises nationales bis. Bon. Mais il se trouve que, c'est mon interprétation, PASTEF avait plus urgent à faire. C'est-à-dire à faire l'état des lieux. L'état des lieux. On va en venir sur l'état des lieux d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire aussi essayer de débloquer cette situation de quasi-paralysie que l'Assemblée nationale APR lui imposait. Voilà. Donc, le PASTEF, le président de la République, le Premier ministre ont estimé, à tort ou à raison, à mon avis à raison, qu'il y avait d'autres urgences que de
convoquer tout de suite, de passer tout de suite aux assises nationales. Mais ce à quoi on aurait pu s'attendre, c'est vrai que le président, il a trop de dossiers sur la table, mais il peut quand même désigner certains de ses collaborateurs pour prendre langue avec ces acteurs de la société civile, discuter et lui rendre compte. Ça pouvait se faire. Oui, mais bon, mais il n'est pas trop tard encore une fois. Oui. Il n'est pas trop tard. Bon, ça aurait été plus, disons, élégant et plus rassurant, effectivement, si il y avait eu une réponse, quelle qu'elle soit. Mais enfin, ce n'est pas un crime, ça ne veut pas dire qu'on a claqué la porte. Il faut que nous autres aussi, nous soyons patients. Oui. Et que nous sachions surtout lire la réalité politique nationale. Hein? Et de cette lecture-là, on verrait on comprendrait les urgences du moment. Et aussi, juste un détail, enfin, c'est pas un détail, il faut quand même se rendre compte, considérer que c'est un gouvernement qui arrive, c'est un nouveau régime, tout à fait un nouveau régime, qui n'a pas de repère, hein, qui n'a pas de lisibilité. Il se cherche. Et qui se cherche nécessairement. Par exemple, il voulait comprendre la situation financière. Voilà. Alors, Monsieur Bachir, en fait, chat échaudé craint l'eau froide. Le fait est que Macky Sall avait signé la charte des assises nationales. Il a même lancé la Commission nationale de la réforme des institutions, mais il n'a finalement pas appliqué cet outil-là. C'est pour ça peut-être que la société civile n'est pas du tout rassurée. À côté de ça, c'est que les autorités actuelles, pendant la campagne, ils avaient quand même les mots assises qui foisonnaient dans leur discours, mais qui a disparu une fois qu'ils sont arrivés aux affaires. C'est ça qui inquiète la société civile. Oui, je comprends qu'on soit inquiet. Oui. Moi aussi, j'étais inquiet. Tant que je n'avais pas évalué la situation qui est la leur, qui est celle du gouvernement, du nouveau gouvernement. Oui. Hein, la situation de l'État du Sénégal. Alors, je pense qu'une fois qu'on fait cette évaluation-là, on comprend que on ne doit pas, à ce moment-ci, arriver déjà à un jugement négatif vis-à-vis de que la gouvernance la gouvernance qui se met en place n'est pas soucieuse, est une gouvernance solitaire, elle n'est pas soucieuse du dialogue avec la société civile. Je pense que c'est trop tôt pour le faire. C'est trop tôt. D'accord, on va donc espérer. Alors, comment réagissez-vous à l'état des lieux de la situation financière qu'a fait le Premier ministre avec certains membres du gouvernement récemment? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de politique là-dedans? Comme dirait l'autre, vous savez, tout est politique. Mais, si vous voulez dire, est-ce que c'est vrai que la situation des finances publiques est celle qui a été décrite? Est-ce que le déficit budgétaire est aussi abyssal que ce que le Premier ministre Sonko a annoncé? Je vous dirais que personnellement, enfin, je n'en sais rien dans les détails, je ne suis pas économiste, je ne suis pas dans... Mais il me semble que tous les signaux depuis plusieurs années sont là pour montrer que c'est une situation de gabégie qui s'est installée, d'irresponsabilité à tous les niveaux. En économie, moi je me fie simplement à certains économistes, Meïssa Babou. Il rappelle que l'économie de Meïssa Babou, qu'en fait, lui, il a toujours dit que non seulement il n'est pas surpris, mais il est réconforté dans ce qu'il disait. Ah, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quand on voit la situation, et ça on le voit à l'œil nu, la corruption qu'il y a dans ce pays, on peut se douter que c'est à tous les niveaux, y compris au niveau de la gestion budgétaire. Voilà. Et de toute façon, on verra bien. Parce que comme l'a annoncé le Premier ministre, un audit approfondi
se fait et sera publié. Très bien. Donc, en quelque sorte, c'est que l'ancien régime a marché un peu sur les pas de la Grèce, qui, il y a quelques années, a menti sur la situation réelle de ses finances, et même du Brésil, ce qui a provoqué la démission de Dilma Rousseff, parce qu'elle aurait menti sur la situation de l'État. C'est ce que Macky Sall a fait, le régime de... Non, c'est-à-dire que, effectivement, c'est pas nouveau. Je veux dire, les régimes, souvent les régimes corrompus, souvent vont jusque-là pour maquiller le forfait, pour cacher le forfait. Et survivre. Ils maquillent les comptes publics. Oui. C'est connu, ça se fait ça. Oui. Hein? Bon, Macky Sall, en le faisant, entre dans ne se glorifie pas, il entre dans un club peu glorieux, mais en même temps, on voit bien que c'est pas extraordinaire. Si c'est extraordinaire, c'est pas une exclusivité de son régime, malheureusement. Hein? Donc, c'est une pratique des régimes corrompus. Mais on verra, encore une fois, on verra bien. Très bien. Alors, est-ce que quand même c'est un message aux Sénégalais pour leur dire, voilà, il faut vous serrer les ceintures, les prochains mois, les prochaines années seront dures. Est-ce que c'est aussi ça le message? Ben, je ne sais pas, c'est que le message que le Premier ministre Ousmane Sonko avait en tête. Mais moi, ce n'est pas le message que je reçois. Ah ouais? Le message que je reçois, c'est que voilà, la gabégie s'est installée dans ce pays. Nous allons prendre des mesures drastiques. C'est-à-dire que nous allons être, par exemple, pour les recettes budget, nous allons nous retrousser les manches pour augmenter les recettes. Nous allons nous atteler à diminuer les dépenses non essentielles. C'est quoi les dépenses non essentielles? C'est par exemple tous ces passe-droits qu'on accorde à des amis, à des copains, des coquins, comme on dit, et à des entreprises étrangères qui n'apportent rien. Hein? Par contre, j'ai bien l'impression qu'il comprend bien, il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, l'état de pauvreté extrême dans lequel ce pays est enfoncé, et qu'il ne va pas aggraver cet état. Par exemple, comme on l'a chibaudoré, que les coûts de l'essence vont augmenter, entraînant tous les coûts, etc. Je pense que il va bien se garder d'en arriver là. Parce que